Maladies rénales, urinaires, digestives, du système respiratoire, tétanos, gangrène, le paludisme, la peste ou même la guerre, bref, les causes de mort ne manquent pas dans la Grèce classique. Et quoi de mieux qu'une voix de malade pour vous enregistrer cette vidéo sur la médecine en Grèce antique. Les premiers médecins grecs sont des prêtres guérisseurs, les asclépiades. Assimilant son mal à une punition divine, le grec cherche sa guérison par cette volonté divine. Celle-ci requiert donc l'intermédiaire d'un prêtre. Un mélange de divination et d'interprétation des songes donne alors au prêtre la nature de la souffrance du pèlerin et le pouvoir de déterminer une médication. D'après de nombreuses inscriptions, forte de la puissance psychologique des croyances, cette médecine remporte parfois des succès spectaculaires. Mais cela n'est pas suffisant à l'échelle d'une société pour éradiquer les maux, vous vous en doutez bien. Progressivement, l'asclépiade est remplacée par le iatros, celui qui guérit. Une médecine rationnelle voit le jour petit à petit, et c'est de cela dont nous allons parler. Une médecine rationnelle se développe dès la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ en Italie du Sud. À côté, en Grèce, les premiers intellectuels vont chercher à comprendre et à expliquer les phénomènes du corps humain. Mais c'est surtout deux écoles qui vont donner naissance à la médecine rationnelle au 5e siècle avant notre ère, celle des villes de Cnide et de Kos en Asie mineure. La deuxième est associée au très célèbre Hippocrate. Il semble qu'il ait suivi une formation en Égypte et en Syrie notamment, avant de devenir médecin itinérant à travers la Grèce. Bousculant la tradition qui veut que les hommes comme lui transmettent leurs secrets de père en fils, il s'entoure de disciples et ne cache rien de ses connaissances. Toute explication par la magie ou l'intervention divine est rejetée. Il parlait par exemple en ces termes de l'épilepsie. Certaines personnes pensent qu'il s'agit d'une intervention divine. C'est faux. Il s'agit d'une maladie naturelle dont on ne comprend pas encore la cause. Il tente d'identifier les causes matérielles des maladies, plutôt que les causes spirituelles, ce qui conduit à s'éloigner de la superstition pour se tourner vers l'enquête scientifique, même si en réalité, les deux ne seront jamais complètement séparés. Malgré une très faible connaissance anatomique, il fait essentiellement confiance aux vertus curatives de la nature. À cette époque, les médecins sont soit itinérants, soit publics et payés par la cité pour ses habitants. Ils se doivent de rester en bonne santé, d'un aspect avenant, et de développer une rhétorique et une morale pleine de modération, pour rassurer une population encore sceptique à cette nouvelle médecine. Comme il n'y avait pas de qualification professionnelle pour les médecins, alors n'importe qui pouvait s'installer et voyager à la recherche de patients sur qui pratiquer ce qui était connu comme le techné de la médecine, un art mystérieux. Cette suspicion semble s'effacer avec le temps, jusqu'à ce que les médecins aient bénéficié d'une grande estime. Comme le dit Homère d'ailleurs dans l'Iliade, je cite « Un médecin vaut beaucoup d'autres hommes ». Attention cependant, la médecine grecque n'est pas un ensemble uniforme de connaissances et de pratiques, mais plutôt un ensemble diversifié de méthodes, de croyances, qui dépendent de facteurs tels que la géographie, les traditions locales, ou encore le sexe et la classe sociale d'un patient. Néanmoins, les points communs qui traversaient la pensée médicale grecque incluaient un intérêt particulier pour les effets positifs et négatifs de l'alimentation, et la croyance que le patient pouvait réellement faire quelque chose au sujet de leur plainte, contrairement à une mentalité plus fataliste et spirituelle des temps anciens. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo précédente sur la nourriture, si le sujet vous intéresse. Bon, malgré l'image du scientifique pur, entre guillemets, qui se développe aujourd'hui autour de la figure d'Hippocrate, la distinction entre le monde spirituel et physique reste floue dans la médecine grecque. Le dieu Asclépios était par exemple considéré comme un dispensateur de guérison, mais aussi un médecin praticien hautement qualifié. Le fameux serment d'Hippocrate était lui probablement réservé à un groupe de médecins choisis, et il s'agissait en fait d'un document religieux qui assurait qu'un médecin travaillait au sein et pour les valeurs de la communauté. Par ce serment, le praticien jurait sur Apollon, sur Hygie et Panacée de respecter leurs enseignants et de ne pas administrer de poison, de ne pas maltraiter les patients de quelque façon que ce soit, ou d'utiliser un couteau, ou même
on le sait, de briser la confidentialité entre le patient et le médecin. Parmi les médecins célèbres, je peux nommer quelques figures, comme Dioclès de Caryste, qui donna son nom à un bandage crânien et à un type d'instrument pour retirer les pointes de flèche. Alcémone de Crotone, considéré comme le premier physiologiste de l'histoire et comme le premier médecin ayant réalisé des dissections sur les animaux. Il va établir la différence entre les veines et les artères. Ou même Paraxagoras de Cos, connu pour sa découverte, entre guillemets, du pouls. D'ailleurs, on dit aussi de lui qu'il serait le premier à distinguer les veines des artères. Pour revenir à la médecine de manière générale, au-delà de l'étude des symptômes, c'est la recherche de la compréhension des lois qui régissent le corps humain qui habite les adeptes d'Hippocrate. On commence à mettre en corrélation santé et régime alimentaire, mais aussi exercice physique, conditions météorologiques et j'en passe. Une consultation commençait d'ailleurs toujours par un long interrogatoire sur les habitudes de vie, puis ensuite un examen clinique. Le remède est vu comme un combat du corps contre la maladie, certains aliments ou éléments naturels pouvant aider. On observe également déjà à l'époque l'emploi de la saignée, mais aussi de pommades, pilules ou autres suppositoires. Parallèlement au traitement des maladies, la chirurgie était généralement évitée, car elle est considérée comme trop risquée. Mais des opérations mineures peuvent être effectuées, en particulier sur les soldats blessés au combat, cautérisation, extraction de polypes, réduction des fractures. Les opérations sont effectuées à l'aide de petits instruments, sans anesthésie dans la majorité des cas. Les soldats blessés étaient en fait l'un des meilleurs moyens pour un médecin d'apprendre son métier et d'élargir ses connaissances du corps humain et de son fonctionnement interne. Il y avait probablement aussi moins de risques que le soldat ne cause des problèmes si les choses tournaient mal, ce qui pourrait arriver avec des patients privés. Les Spartiates avaient un personnel spécifique responsable des soins médicaux dans leur armée professionnelle. Les médecins savaient combien il était important de retirer les corps étrangers comme les pointes de flèche de la blessure et la nécessité de nettoyer correctement cette blessure. C'est d'ailleurs, en parenthèse, dans la même période de cette découverte qu'on observe une grosse évolution dans la conception des pointes de flèche qui sont devenues plus difficiles à enlever et donc plus mortelles. Nous avons tout de même trouvé la trace d'opérations plus délicates dans certains cas, comme des excisions de tumeurs ou des paupières. Il est à noter qu'après la mort d'Hippocrate, en 377 avant notre ère, on observe un éclatement des groupes de praticiens et de professeurs en une multitude d'écoles et de sectes médicales rivales. Je ne vais pas tous les citer, mais nous pouvons parler de l'école dogmatique, fondée par les fils d'Hippocrate et par son gendre, Polybe entre autres. Il se place dans la continuité des conceptions émises par Hippocrate. Aristote d'ailleurs en fera partie. Vous le connaissez très certainement en repensant douloureusement à vos cours de philosophie, mais notre cher Aristote a également joué un grand rôle dans la médecine. Deux disciplines très liées de toute façon, on l'a vu. Son mérite est notamment de considérer que chaque organe a une fonction précise. D'autres écoles, comme l'école empirique, qui préfère s'intéresser aux traitements médicaux plutôt qu'à l'origine des maladies, naissent ici et là. Avec le temps, les médecins acquièrent une connaissance de base de l'anatomie humaine, aidés sans doute par l'observation de soldats gravement blessés, la dissection humaine n'étant pas encore pratiquée. Le manque de connaissances et de pratiques a cependant abouti à quelques erreurs fondamentales, telles que la fameuse croyance d'Aristote, selon laquelle le cœur et non le cerveau contrôlerait le corps. C'est une période incroyable pour l'avancée de la médecine, mais n'oublions pas qu'il manque encore des millénaires d'évolution et de progrès avant d'arriver à notre médecine actuelle. La pratique médicale grecque peut avoir inclus des erreurs, peut-être même beaucoup, et probablement fatales. Mais les praticiens grecs ont lancé la profession médicale dans la bonne direction. L'observation, l'expérience et l'expérimentation ont signifié que ceux qui suivent, dans la période hellénistique ou romaine, tels que l'école d'Alexandrie, Galien, eh bien ils ont pu continuer leur enquête qui porterait un jour à une véritable connaissance scientifique du corps humain, plus grande et plus précise. Le serment d'Hippocrate, véritable profession de foi du médecin, reste au XXIe siècle la base de la déontologie que tous les étudiants en médecine récitent le jour de leur thèse.
Je cite, « Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades. » Merci à tous pour votre attention. Je suis désolé pour cette voix, mais c'était plutôt amusant d'enregistrer la médecine avec ça. On se retrouve très vite pour la suite de la série. Nous allons commencer à aborder d'autres thèmes centraux, comme celui de l'argent ou de l'art. Et d'ici là, que l'histoire soit avec vous.